Now we're going to move from the top 50 on Nous allons to passer perhaps the top one on the au farmers top 1 organization. des organisations des agriculteurs. Dr Theo de Jager, président de l'Organisation mondiale des agriculteurs et ancien président de la Confédération des syndicats agricoles de l'Afrique australe et du syndicat panafricain des agriculteurs. Il est également président du conseil d'administration d'Agri All Africa, membre du conseil d'administration de FANERPAN et membre du conseil d'administration d'Agri Limpopo, où il est responsable de la réforme agraire, de la transformation, du développement des agriculteurs et de Africa Liaison depuis 2004. Il travaille en Afrique du Sud depuis 1997 dans la région de Lowveld en Afrique du Sud, donc, avec du bois, des fruits subtropicaux, avocats, mangues, qui font partie de mes fruits préférés, et avec les noix de macadamia. Il élève également des chèvres. Merci infiniment. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Il y a plusieurs années, quand j'ai assumé la responsabilité dans la politique d'agriculture, j'avais pour ambition d'aller voir plus de fermes que de conférences, de parler à plus d'agriculteurs que d'experts. Et j'ai échoué. Mais au moins, j'essaye toujours. Et en échouant, j'essaye de parler de mes visites à la ferme ou conférences. Alors j'ai vraiment été fasciné par ces exploitations que j'ai vues en Afrique qui n'existent plus malheureusement à raison des conflits entre les partenaires. Quand l'on m'a invité dans l'exploitation, j'étais invité avec d'autres collègues et un exploitant m'a montré des écrans avec toutes les informations qui sont récoltées grâce à des drones. Et donc, ces informations sont envoyées vers la salle des opérations. Donc, il m'a dit, personne ne se trouve sur l'exploitation. Les 3 drones ont fait état du problème sur un terrain de 2,5 hectares de betteraves. Et donc, on a eu des informations exactes sur la nature du problème et sur les conséquences potentielles. Et donc, une suggestion a été faite, qu'un drone devait voler plus bas pour confirmer les données. L'exploitant n'a pas pris la décision lui-même, car le drone a survolé directement et a pris la décision de répandre des insecticides. Et puisqu'il n'a rien fait, l'un des drones qui avait 1 litre de pesticides a déversé cette quantité sur 2 mètres carrés. Et donc ensuite il nous a montré que les données qui provenaient des capteurs sur le terrain nous montraient que cette partie du terrain ne devait pas être irriguée aujourd'hui. Et ensuite, d'autres terrains devaient être labourés un certain jour, d'autres terrains devaient être laissés intacts, et puisqu'il n'a rien fait, c'est ça qui a eu lieu. Quand nous sommes arrivés à l'exploitation, il y avait des tracteurs sans conducteurs réaliser le travail. Quand je suis allé sur le terrain, j'ai pris un bâton et je l'ai mis devant un tracteur. Et je suis parti. Quand j'ai atteint
Quand j'ai revu l'exploitant, il m'a dit qu'il avait reçu un message lui expliquant qu'un obstacle non identifié s'était mis sur le chemin du tracteur. Mais le tracteur s'était arrêté 2 mètres avant le bâton. Et donc il a arrêté le moteur. Donc je suis reparti, j'ai enlevé le bâton, le tracteur est reparti, et donc il y a un SMS a été envoyé cette fois-ci pour dire à l'exploitant que le tracteur fonctionnait à une température plus élevée que d'habitude. Et donc voilà, il n'y avait que quelques secondes pour réagir, et donc le tracteur devait être envoyé à l'atelier pour révision. Et il ne l'a pas fait. Et donc un autre tracteur est venu, a fait le plein de diesel et a pris le relais de l'autre. Et moi j'ai dit à l'exploitant que c'est vraiment ça qu'on voit dans les films d'horreur. Dans 10 ans, il n'y aura plus de personnes physiques qui seront dans les champs, qui laboureront, ou des gens comme vous. Non, ce sont des gens comme vous. Il y aura des personnes donc, voilà, qui appuieront sur des boutons. Les choses changent à une vitesse incroyable. Et je vous raconte cela car quand j'ai mal évalué, eh bien, si j'ai fait une mauvaise évaluation, je paye le prix. J'en paye le prix. Alors, comment puis-je faire confiance en un système? Et il m'a dit, là, vous êtes du mauvais côté de la cinquantaine pour comprendre la blockchain. Alors oui, je suis du mauvais côté de la cinquantaine, mais ça m'a poussé à lire. Et je me suis rendu compte que nous n'avons rien fait de mal pour être exclus de la chaîne. Nous avons tout bien fait, mais c'est simplement la nature de la blockchain. Elle a changé. Et si vous n'arrivez pas à garder le rythme aux avancées technologiques dans cette révolution industrielle, eh bien, vous allez devoir mettre la clé sous le paillasson. Et ce que je lui dis, c'est que les agriculteurs en Afrique, la majorité sont des petits exploitants. Donc, où nous situons-nous? Car nous l'avons dit à plusieurs reprises au cours de nos discussions ici, l'Afrique a tout ce que l'argent ne peut acheter, la terre, l'eau, la population. Ce qui manque, c'est le financement, la compétence, la connaissance. L'Afrique reçu plus de 3 billions d'euros en coopération de développement, et nous ne pouvons pas vraiment montrer certains impacts concrets. Donc il nous faut une crédibilité pour attirer les investissements. Et nous devons pouvoir assurer la traçabilité, savoir ce qui a été fait, par qui, où, pourquoi. L'agriculture en Afrique n'apporte pas les bienfaits escomptés en raison d'un manque de confiance. Et nous, en tant qu'agriculteurs, nous avons de très grands espoirs en la blockchain et que cette justement composante incorruptible de la blockchain puisse apporter un véritable changement et que cela permette d'attirer les investissements. Si vous prenez l'histoire de l'interaction de l'Afrique avec les précédentes révolutions industrielles, surtout si l'on prend les technologies de la communication, quand le code Morse a été créé, il a été également instauré en Afrique. Deuxième révolution industrielle dans la communication, et on est passé à côté. Cela est venu dans nos villes, mais nous n'avons pas vraiment eu de ligne qui couvrait d'autres continents. Troisième révolution, les téléphones portables. Aujourd'hui, très peu de petits exploitants n'ont pas accès à la technologie mobile. Et à l'avenir, je ne sais pas pourquoi ils utilisent toujours
certains téléphones, mais vos téléphones portables pourront bientôt avoir des fonctions insoupçonnées. Et bien que ma génération d'agriculteurs n'utilise pas vraiment toutes les fonctionnalités des téléphones portables, il y a une nouvelle génération de jeunes agriculteurs en Afrique qui non seulement comprennent ces nouvelles technologies, mais les adorent et en font des choses inédites d'ailleurs. Avec la blockchain, nous pouvons vraiment intégrer des informations incorruptibles, des informations, des données dans la chaîne de valeur. Et cela veut dire que d'un point de vue des financiers, de ceux qui contribuent, et les assureurs de récolte, ceux dont le modèle d'affaires se fonde sur les données. Et si on descend dans la chaîne de valeur vers la logistique et que l'on remonte jusqu'au consommateur pour qui les labels sont de plus en plus importants, on peut vraiment insuffler de la confiance dans tout le système. Cette confiance ne se fonde pas seulement sur une seule dimension, mais bien sur le contexte global. Dans cette exploitation que j'avais visitée, j'ai remarqué que des machines similaires à l'autre bout du monde pourraient également en apprendre de ce qui se passe dans leur terrain et le partager avec les autres machines dans le monde, beaucoup plus rapidement que ce qui se fait, que ce que pourraient faire les humains. Mais moi, en tant qu'agriculteur, donc là, ici, vous avez une présentation schématique de comment fonctionne notre cerveau. L'agriculteur se lève le matin, la première chose à l'esprit, c'est le risque. Quels sont les risques que je vais devoir affronter aujourd'hui et comment vais-je les affronter? Les risques climatologiques, de ressources, économiques, des prix, du marché, etc. Les risques biologiques, sanitaires, financiers, de politique, d'infrastructures. Et tous ces risques doivent être pris en compte et gérés. Imaginez-vous ce que des données inaltérables pourraient faire. Si vous pouviez les avoir sur votre téléphone portable, votre tablette. Et donc, dans cette exploitation, j'avais demandé pourquoi la betterave. Car je n'en avais jamais vu à cet endroit. Et il m'a répondu, parce que le système propose la betterave. Et vu la disponibilité de la betterave à un certain moment donc sur le marché, la disponibilité logistique et les prix à cette période de l'année sur le marché, c'est ça qui a orienté mon choix. Car dans mon exploitation, c'est l'agent qui aurait vendu les graines pour me convaincre. Et il était impossible pour moi de vérifier les données qu'il utilisait comme base. Car souvent, quand on essaie de nous vendre une graine, on se dit que voilà, c'est ce qui lui reste d'un surplus qui n'a pas réussi à vendre ailleurs. Et comme cela a été dit, et c'est très important, la blockchain ne doit pas être vue en isolation. Et il faut prendre en compte les risques de la révolution industrielle. C'est un tout. Elle va avec la robotique, les mégadonnées, l'intelligence artificielle. Et tout cela façonne les agriculteurs de demain et le système de production de demain. Cela veut dire
que nous nous rapprochons de l'intelligence des affaires. Et en tant qu'agriculteur, vous devez voir comment vous pouvez avoir un ensemble de données exhaustifs sur la base desquelles vous prenez des décisions, et ce grâce à l'analyse de ces données, et comment faire en sorte que toutes ces données pertinentes ont été prises en compte pour vous amener à prendre une certaine décision. Et quand vous décidez de faire quelque chose, et le moment où vous décidez de prendre une décision contre ce que vous avez fait, ou le moment où vous décidez de ne pas faire quelque chose, eh bien, tout cela doit être analysé. De manière générale, un agriculteur a un titre de propriété pour sa terre, tu l'utilises comme garantie auprès d'une institution financière, etc. Donc c'est un modèle qui ne fonctionne pas très bien. Il n'y a que 4 pays en Afrique où ce modèle est vraiment efficace. L'Afrique du Sud, la Namibie, certains endroits du Botswana et certains endroits en Zambie. Dans le reste des pays africains, très peu d'actes de propriété sont réalisés. Donc il n'y a pas de garantie, et cela entraîne un manque de financement, un manque d'investissement. Et pour les agriculteurs, il est important que la technologie blockchain nous apporte une nouvelle dimension pour que nous puissions utiliser d'autres types d'accords avec les garanties de récolte pour obtenir des financements des chaînes de valeur. Il est possible si l'on peut avoir confiance dans les données tout au long de la chaîne. Un contrat, par exemple, peut être utilisé comme garantie pour véritablement mesurer, évaluer les actions à toutes les étapes. Mais également en aval, nous avons mené plusieurs projets pilotes, notamment à Arusha, avec l'aide de plusieurs partenaires au développement. Et donc, nous avons mis sur pied un fonds de garantie. Et donc, si quoi que ce soit tournait mal, nous aurions pu nous tourner vers ce fonds de garantie. Vous voyez, peu importe comment vous faites des calculs, quand vous utilisez un accord comme garantie, il faut des contributions d'au moins 50%, si vous avez de la chance. La plupart du temps, cela dépendra de l'intégrité de l'assurance récolte, qui gère le risque des catastrophes naturelles. Et c'est ce que les petits exploitants d'Afrique n'ont pas. Ils n'ont pas cette contribution. Mais en Arusha, ce que nous avons fait, c'est que nous avons trouvé 5 fournisseurs, des entreprises dans le domaine du diesel, des engrais, etc. Et nous avons demandé à ces entreprises de garder 6% des données dans ces projets, une proportion des gains. Et donc, il y aurait également, une fois le rendement réalisé, un retour, récupérer un pourcentage. Et donc, c'est un projet qui a très bien fonctionné. Nous avons pu étendre les services, car un montant était toujours présent dans les sols, et nous avons pu utiliser cela comme garantie pour couvrir les intérêts. La technologie de la blockchain ne fait qu'améliorer justement la confiance de ce type de financement. Nous ne pouvons pas s'attendre que la politique change le paradigme en Afrique. Nous voyons en tant qu'agriculteurs que la blockchain comme étant un raccourci. Alors, on peut se demander dans quelle mesure c'est faisable au vu du paradigme actuel, mais voilà, certaines choses peuvent parfois être faites dans les coopératives. Dès que les groupes sont formés parfois d'agriculteurs, certains projets deviennent bancables.
Merci. Thank you very much, Doctor. Merci infiniment, docteur Jagger. À mesure que vous avanciez dans votre histoire avec les drones, j'avais peur que vous alliez conclure en disant qu'il n'y avait pas besoin d'humains du tout dans les exploitations. Donc, ouf, et nous avons encore notre place. J'aimerais vraiment vous remercier et rappeler que dans les discussions de ce matin, et à mesure que nous avançons maintenant, donc l'un des principes qui revient souvent, c'est le principe, l'idée de la confiance. Nous avons parlé de données inaltérables, de flux incorruptibles de données. Cela également et s'inscrit dans la continuité des principes qui doivent nous orienter dans les possibilités et les perspectives et le potentiel de cette technologie. Quand vous parliez, je me suis dit comment faire en sorte que tous les petits exploitants, tous nos agriculteurs puissent vraiment faire le pas. Et je pense que vous nous avez vraiment montré le chemin.